face. Non. Voilà. Des formations pour les petits producteurs d'huile de palme. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire compte devenir le premier producteur africain de cette huile végétale, la plus consommée dans le monde. Le pays pèse peu face aux géants asiatiques du secteur, mais il affiche de grandes ambitions, multiplier par 3 sa production sans toucher à sa forêt, car l'huile de palme est décriée dans le monde entier pour ses ravages environnementaux et la Côte d'Ivoire a déjà perdu 90% de ses forêts depuis les années 60. La Côte d'Ivoire peut-elle devenir le géant africain de l'huile de palme durable? C'est un grand reportage de David Bachet. La date, vous mettez la date d'aujourd'hui. Le village, c'est Kofikro. Le sol, est-ce que le sol est propice pour la culture du palmier à huile? Oui. Ok, donc vous mettez bon, sol bon. Ils sont une cinquantaine, sagement assis sur des bancs, au milieu des palmiers à huile. Ces cultivateurs villageois de Kofikro, à 80 km d'Abidjan, passent leur matinée dans un champ-école, une plantation transformée en salle de classe. Nous allons passer à l'exercice. Monsieur Yakou possède une plantation de 10 hectares âgée de 7 ans. Pour effectuer cette récolte, Monsieur Conan a utilisé une machette. Est-ce une bonne pratique? Si oui, justifié. C'est pas une bonne pratique. Il faut bien tenir la feuille. Avant de reprendre le chemin de cette curieuse école dans les buissons, quelques précisions. La Côte d'Ivoire est le deuxième producteur africain d'huile de palme, derrière le Nigeria. Grâce à des plantations industrielles, 75 000 hectares, grâce surtout à des plantations villageoises, 175 000 hectares, plus de 40 000 cultivateurs familiaux, à l'origine des 3/4 de la production nationale. En 2019, 550 000 tonnes d'huile de palme sont sorties des cuves ivoiriennes. C'est ce chiffre que le pays entend multiplier par 3. Comment? En multipliant par 3 les rendements de tous ces petits producteurs. Abdoulaye Berté est le secrétaire exécutif de l'AIPH, l'association interprofessionnelle de la filière palmier à huile de Côte d'Ivoire. Ils ont des superficies moyennes de 3, 5, 6 hectares avec un rendement qui tourne autour de 6 tonnes. Alors qu'ils utilisent un matériel végétal très performant qui a un potentiel qui pourrait aller jusqu'à 25-30 tonnes. Donc la marge est énorme. Aujourd'hui, le vrai défi, c'est de tripler la production nationale à travers ces petits producteurs. Comment est-ce que vous expliquez ces rendements si faibles, si inférieurs à ce qui se passe par exemple en Indonésie ou en Malaisie? C'est dû à l'application non efficiente des bonnes pratiques agricoles. Il faut que ces planteurs puissent pratiquer des méthodes culturelles modernes qui leur permettent d'augmenter ces rendements. On n'a pas besoin aujourd'hui de plus de surface. De toute façon, en Côte d'Ivoire, on n'a même plus de forêt. Mais sur l'existant, nous pouvons quasiment tripler nos productions sur le plan national. Produire 3 fois plus sur le même espace sans toucher aux forêts. C'est là qu'intervient le programme RSPO, traduit de l'anglais « Table ronde pour une huile de palme durable ». Un processus de certification créé au début des années 2000 pour tenter de contenir les ravages environnementaux de la production d'huile de palme en Asie du Sud-Est, et dans lequel la Côte d'Ivoire souhaite à présent s'inscrire. C'est donc dans ce cadre que les formations en champ-école pour les producteurs villageois ont commencé il y a un peu plus d'1 an. Quand on veut récolter, on fait comment? On se met sur le côté, on ne se met pas en face. Il y a une manière de tirer, on ne tire même pas ça est fort. Voilà. C'est important d'avoir un bon matériel. Quand vous payez le matériel là, il est crochu. Il y en a qui aiguisent jusqu'à ça devient plat, comme machette. Si c'est plat, ça glisse. Quand tu mets là, ça glisse. Donc dans une plantation là, quand tu rentres, quand tu entends boum, boum, c'est que c'est un bon matériel. Mais quand tu entends à 100 mètres, tu entends sa respiration. C'est vrai. Il est fatigué. À tout moment. Il sentait qu'il est en train de souffrir. Ou peut-être qu'il est occupé à autre chose. Voilà. Ok. Ouais. C'est important. Gardez le matériel tel que vous l'avez payé. Voilà. C'est l'ONG Solidaridad qui est chargée en Côte d'Ivoire de mettre en œuvre le processus RSPO et qui organise donc les formations destinées aux cultivateurs villageois. Son directeur dans le pays, Amadou Cissé.
Vous avez 3 grands modules de formation, agronomie, vous avez le social et l'environnemental. Donc on commence toujours avec les modules agronomiques qui leur permettent de voir les fruits de leur travail rapidement, comment bien récolter, comment améliorer son rendement en fait. Aspect social et environnemental, quels sont les principes que vous essayez de diffuser? On essaie d'inculquer aux producteurs un peu des valeurs essentielles, comme par exemple les parcs nationaux, les forêts classées, qu'il ne faut pas, déforester pour introduire l'huile de palme. Et il ne faut pas aussi détruire tout ce qui est habitat des espèces protégées. Au-delà des valeurs environnementales, vous avez quelques valeurs sociales, tout ce qui est, sites sacrés, tout ce qui est cimetière, où on ne doit pas normalement planter. Monsieur Conan a utilisé une machette. Est-ce une bonne pratique? Si oui, justifié. Tu as dit non, ce n'est pas une bonne pratique. Pourquoi? Il doit prendre la ciseau pour couper. La ciseau. La machette n'est pas recommandée pour la récolte. Parce qu'au fur et à mesure que vous coupez, ça fait que l'arbre grandit en longueur. Ça ne permet pas aux branches de pouvoir se développer. Ça, c'est ce que vous avez appris ici? Oui, c'est ce qu'on nous apprend. Je peux vous demander de vous présenter, madame? Oui, je m'appelle Madame Sidibé Fatou, planteur de palmiers à huile. Et vous êtes apparemment une bonne élève. Bon, c'est parce que mes maîtres sont aussi bons. L'exercice terminé, Madame Sidibé accepte une seconde interrogation surprise, spécialement pour le journaliste. Qu'est-ce que vous avez appris concrètement? Qu'est-ce que vous avez trouvé déjà dans cette formation? Bon, d'abord les langages. Les langages des feuilles. Voilà, des palmes. Il faut les enlever parce que ça contient souvent des palmes mortes. Et quand vous mettez l'engrais, les régions ne peuvent pas tout récupérer. Donc il faut enlever vraiment les palmes qui ne sont pas utiles sur le temps. Il y a d'autres conseils très pratiques comme ça? La mise des intrants aussi. On nous a appris que vraiment c'est en appliquant l'engrais qu'on peut avoir une bonne production. Jusqu'ici, vous n'utilisiez pas l'engrais? C'était pas aussi régulier, alors qu'on nous conseille aujourd'hui de mettre au moins 2 fois dans l'année. Donc vous n'utilisiez pas d'engrais chimiques et on vous apprend à en mettre? On nous en voilà. Et depuis cette pratique, j'ai vu un peu l'amélioration de ma production. Ça marche mieux, ça marche mieux. Parmi les élèves, il y a aussi Ismaël Conésier, fils de cultivateur et cultivateur lui-même sur la vaste plantation familiale. Ma production est de 16 hectares. 16 hectares, on peut dire que vous êtes un gros petit producteur. Exactement, ce n'est pas une petite parcelle. Par mois, nous pouvons trouver plus de 20 tonnes. Ce n'est pas de petit, c'est du lourd. Cette formation que vous recevez, pourquoi est-ce que vous y participez? Je peux dire que nous avons compris comment récolter, quand récolter. Mais ça, vous le saviez déjà, vous faites ça de père en fils? Exactement, mais les choses ont changé. Avant, nos parents récoltaient 2 fois par mois. Mais maintenant, à 15 jours déjà, tu rentres dans ta plantation, il n'y a rien. Les fruits ne sont pas mûrs et le planteur, il veut de l'argent et coupe de la graine non mûre pour amener à l'usine. Du coup, la production commence à baisser. Et maintenant, vous faites comment? Maintenant, nous attendons chaque 23 jours. Tu regardes s'il y a les fruits mûrs en bas de l'arbre, c'est un signe que la récolte est arrivée. Il y a d'autres techniques nouvelles que vous avez apprises et qui vous ont aidé? Oui, les apports d'engrais, les apports des intrants. Vous n'utilisiez pas d'engrais auparavant? Auparavant, on utilisait des engrais, mais pas comme maintenant. Avant, 1 fois par an, on faisait des apports d'engrais. On nous a conseillé de faire ça 2 fois par an. Quel type d'engrais? Il y a des engrais naturels que nous trouvons à la maison, chez les parents. Et la coopérative nous donne aussi des engrais pour nous accompagner dans notre élan. Les engrais chimiques. Avant, on l'utilisait, mais rarement. Et maintenant, c'est accessible avec la coopérative qui nous accompagne dans ce sens. Promouvoir une production durable d'un côté et l'utilisation d'intrants chimiques de l'autre, les autorités comme l'ONG Solidaridad assument. Amadou Cissé dirige l'ONG dans le pays. Comme vous le voyez dans cette plantation, par exemple, nous avons des résidus de récolte qu'on appelle les rafles qui sont épandus dans la plantation. Comme un compost issu de la production. Mais la question liée à l'utilisation des engrais, on demande aux producteurs d'utiliser la quantité la plus efficiente possible en fait. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nos sols en Afrique de l'Ouest ne sont pas des sols assez riches. En fait, le palmier à huile peut pousser sans fertilisation. Mais si vous voulez viser, un intérêt économique, vous devez mettre de l'engrais pour assurer une bonne production en tant que telle. L'huile de palme certifiée durable n'est donc pas exempte d'engrais chimiques. Les autorités préparent même un système de subvention généralisé pour l'accès aux intrants de tous les cultivateurs villageois. Sur les 40 000 petits planteurs de palmiers à huile de Côte d'Ivoire, 5 000 devaient bénéficier du tout premier programme de formation RSPO. Mais 2 000 seulement ont répondu à l'appel. C'est qu'il faut d'abord vaincre certaines réticences. Lorsqu'on lui a proposé la formation, Bassirou Traoré a commencé par refuser. Bon, il me disait que depuis moi j'étais né, je suis dedans, mon papa est dedans, que moi je connais déjà tout. C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir m'apprendre. Au lieu de venir m'asseoir ici, je préfère aller faire autre boulot ou bien aller au champ
Vous aviez un peu peur de perdre votre temps. Voilà, c'est ça. Je me suis décidé un jour, je vais venir assister pour voir. Et quand je suis venu, j'ai vu les consignes, je vois que c'est bon, il devait essayer de pratiquer au champ. Qu'est-ce que vous avez appris? La manière de récolte et avant les fruits donnés aux femmes pour qu'elles fassent huile à la maison. Ce sont les femmes de votre famille? Oui, bien sûr, ce sont les femmes de ma famille. Et maintenant? Quand je ramasse, au lieu de donner les fruits aux femmes, j'envoie à l'usine. C'est plus rentable de vendre à l'usine que de donner même à tes soeurs ou ta maman qui gagne mieux ma vie en vendant à l'usine. Et les femmes, du coup, elles n'ont plus de boulot? Voilà. Bon, elles se débrouillent puisque moi, je leur donne un peu d'argent aussi. La production ivoirienne d'huile de palme permet de satisfaire les besoins nationaux, mais aussi d'exporter. Un quart de la production nationale est consommée dans la sous-région, Sénégal, Mali, Burkina. L'Afrique consomme 2 fois plus d'huile de palme qu'elle n'en produit, et la demande augmente aussi vite que la population. Aussi, la Côte d'Ivoire, deuxième producteur et premier exportateur du continent, affiche-t-elle ses ambitions. Edmond Koulibaly est le directeur général du tout nouveau conseil EVA Palmier à huile au sein du ministère de l'Agriculture. Selon lui, c'est maintenant que la Côte d'Ivoire doit agir. En termes de rendement, on n'est pas performant, mais en réalité, on a perdu des performances. Au moment des privatisations, on était à 10 tonnes hectares et aujourd'hui, on a 6 tonnes hectares pour les plantations villageoises. Ça veut dire qu'on est en train de régresser. Et donc, si on y prend garde, l'activité elle-même est menacée de disparition, surtout que l'environnement économique n'est pas tout à fait le plus favorable. Quand vous dites l'environnement économique, c'est le cours. Je parle des cours de ce produit à l'international qu'on répercute sur nos planteurs ici. Et donc, on a besoin de stabiliser cette activité et mieux de la relancer. L'idée de relancer ce secteur palmier, ça ne date pas de maintenant, mais c'est maintenant qu'il y a un organe qui est mis en place. Vous dites maintenant parce que le conseil que vous dirigez est assez récent. Tout à fait. Le conseil est en place depuis un peu plus d'1 an. Ça marque clairement la volonté de l'État pour financer cette relance du secteur du palmier à huile. Une relance d'autant plus importante que les besoins grandissent. On peut imaginer que la demande va continuer d'augmenter, non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans la sous-région. Là-dessus, effectivement, on a un avantage qui est celui du marché sous-régional. Dans les pays frontaliers ou les pays de la sous-région, il y a un trafic d'huile importée d'Asie. Ça veut dire qu'il y a un besoin qui est réel et il y a un marché qui est à notre portée. La demande est là, il faut saisir l'opportunité. Donc si nous, on ne profite pas de ce marché et qu'on laisse justement les importations s'installer, après ça va être très difficile. En Côte d'Ivoire, selon les autorités, l'huile de palme fait travailler 100 000 personnes, des cultivateurs familiaux aux salariés des grands groupes. Comme Sifka, l'un des principaux groupes agro-industriels du continent, premier producteur d'huile de palme d'Afrique de l'Ouest, avec sa filiale Palmsi. Chiffre d'affaires annuel, plus de 700 millions d'euros, pour moitié grâce aux 300 000 tonnes d'huile de palme produites en 2019. Sifka s'enorgueillit même d'être le premier employeur de Côte d'Ivoire après l'État. À moins de 100 km de la frontière ghanéenne, le site de Toumanguier, une usine de transformation entourée de 3500 hectares de cultures industrielles, l'équivalent de 5000 terrains de football, uniquement plantés de palmiers à huile. Mais chez Sifka, comme dans tout le pays, ce sont les petits cultivateurs qui fournissent l'essentiel de la production. Aussi, à Toumanguier, on n'a pas attendu la stratégie nationale pour les soutenir. Hilaire Tano est le directeur du site. Nous sommes autour de 4500 planteurs villageois. Ils sont autour de 70% de la production que nous traitons. Donc pour vous, c'est important aussi de les aider à améliorer leur production, à améliorer leur rendement. Effectivement, puisque nous, dans notre plantation industrielle, nous sommes à 25-26 tonnes à l'hectare. Donc on veut aussi que les planteurs villageois aient ces rendements. Et donc la première action que vous menez pour améliorer les rendements de vos fournisseurs villageois, c'est de leur donner des plans. Oui, ça c'est la première étape qui conditionne la performance au niveau des plantations villageoises. Nous sommes en pleine pépinière. Ici, vous voyez les sachets. Et ça, nous avons des plants de 2 à 3 mois. Et c'est après des toutes jeunes pousses là, qui font une dizaine de centimètres. Oui, une dizaine de centimètres de hauteur. Et ça, c'est important de le faire pour les villageois. Ils le font mal eux-mêmes. C'est les plants, les grains sélectionnés qui sont performants en termes de tonnes à l'hectare. Donc chaque année, nous produisons des plants pour les planteurs villageois. Et c'est une obligation ou ce sont les villageois qui veulent, qui viennent se fournir? C'est une obligation pour nous et puis la demande est très forte. Ensuite, il y a aussi l'assistance que nous apportons aux planteurs villageois. Des conseils techniques sur les pratiques culturelles, sur l'entretien des plantations, sur la fertilisation,
pour qu'il soit plus performant. Pour augmenter la production de tout manguier, son directeur Hilaire Tano veut aussi améliorer les performances des cultures industrielles. Nous sommes dans la plantation industrielle. On voit que la canopée, le toit formé par les branches et par les feuilles est très dense, il fait presque nuit là sous les arbres. Oui, parce que vous voyez qu'entre deux palmiers, nous avions 9 mètres et 7,80 m en 2 lignes. Ça, ce sont des espaces qui vous permettent de c'est la bonne maximiser, densité, voilà, de maximiser la production. Ici, nous sommes à 18 tonnes à l'hectare. 18 tonnes à l'hectare, on se rapproche des rendements sud-asiatiques, d'Indonésie, de Malaisie. C'est ça, oui. Bonjour. Nous sommes en présence d'un récolteur, c'est un de nos travailleurs qui a une pêche qui lui permet de couper le régime à maturité. C'est en train de récolter. Celle-là, elle résiste. Bravo et merci. Bon travail à vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer encore les rendements sur ce site industriel ? Là, nous sommes sur un verger de 22 ans, donc dans 2-3 ans, nous allons renouveler pour avoir des jeunes plants à haute productivité. Un des grands efforts que nous faisons, c'est qu'une fois que l'âge est avancé, à partir de 25 ans, nous renouvelons pour augmenter toujours la productivité. Votre objectif, c'est d'améliorer les rendements à quelle échelle ? Aujourd'hui, nous voulons tendre vers les 30-32 tonnes à l'hectare comme en Malaisie. D'une manière plus générale, l'État affiche un objectif de multiplier par 3 la production nationale. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble à portée de main ? Oui, c'est à portée de main. Il suffit qu'on applique les bonnes pratiques, qu'on apporte la fertilisation, on peut multiplier par 3 sur la même superficie existante. Avec la superficie existante, oui. Ça veut dire qu'il n'est pas question d'étendre les cultures ? Non. Pourquoi ? Parce qu'on n'a même pas encore tiré le potentiel de ce qui existe. Mais ce ne serait pas plus facile d'aller défricher ailleurs et de cultiver de manière plus étendue ? Oh non, ce n'est pas plus facile parce que les conditions d'exploitation deviennent de plus en plus difficiles. L'acquisition de la main-d'œuvre devient de plus en plus difficile. Donc il est mieux de se concentrer sur une petite superficie. Et puis de toute façon, il n'y a peut-être pas autant de terres disponibles dans le pays ? Il n'y a pas autant de terres disponibles et le peu qui reste, il faut la préserver. Nous ne faisons plus d'extension. Il n'est pas question de détruire la forêt pour faire du palmier. Depuis son indépendance en 1960, la Côte d'Ivoire a perdu 90% de ses forêts, passées de 16 à moins de 2,5 millions d'hectares. En Indonésie et en Malaisie, qui produisent 90% de l'huile de palme mondiale, la certification dite durable RSPO n'a pas permis de mettre un terme à la déforestation. Ce sont d'ailleurs les groupes industriels eux-mêmes qui sont à l'origine de cette certification. Mais le cas de la Côte d'Ivoire est différent. Les défenseurs de l'environnement y dénoncent la déforestation liée aux cultures de cacao, mais pas aux palmiers à huile. C'est que ces arbres poussent essentiellement dans le sud du pays, le long de la côte, là où les terres sont limoneuses et où la forêt a disparu depuis longtemps. Pour ainsi dire, le mal est fait et les palmiers à huile n'ont plus vraiment d'espace à conquérir. Jules Loukou est le président de la FEREAD, un réseau ivoirien d'organisations de défense de l'environnement. Il exprime une recommandation majeure liée au risque intrinsèque de la monoculture du palmier à huile. L'idée de multiplier la production de l'huile de palme, si c'est sur le même espace, il n'y a aucun problème. Mais ça va avoir un impact sur l'environnement. Si on ne prend pas en compte l'aspect agroforesterie, même si c'est sur les mêmes parcelles, alors il faut intégrer les arbres au niveau de la plantation du palmier à huile. Par exemple, implanter Acacia major qui va fertiliser un peu le sol, même les agrumes, ainsi de suite. Et à partir de là, on va voir que ce n'est pas seulement que le palmier à huile, mais il y a d'autres arbres qui sont intégrés. Quand il y a les arbres et autres, la biodiversité va se développer et la faune sera préservée. Les grandes usines et les petites huileries artisanales de Côte d'Ivoire peuvent se préparer. Tripler la production nationale d'huile de palme ne se fera pas du jour au lendemain, mais tout est mis en œuvre pour y parvenir. La Côte d'Ivoire peut-elle devenir le géant africain de l'huile de palme durable ? Réalisation Eva Piedel, un grand reportage de David Bachet. Tout à l'heure sur